Quand j'étais enfant, avant de vivre au Texas, nous vivions dans une maison avec un immense jardin en Géorgie, ce qui me donnait l'impression d'être le plus populaire de la classe. Dès que l'idée de jouer à des jeux ou de faire du sport en plein air nous venait à l'esprit, mon jardin était l'endroit idéal, car nous avions un jardin de 8000 mètres carrés. Il était entouré de bois sur 3 côtés. Il y avait aussi de nombreux arbres, un trampoline dans un coin, un jacuzzi, un grand garage indépendant pour 3 voitures et une piscine hors sol. Pour une famille de classe moyenne, nous avions vraiment tout ce qu'il fallait dans un jardin. Il y avait suffisamment d'herbe pour pratiquer n'importe quel sport. Football, baseball, football américain, n'importe quoi. On jouait même à cache-cache ou à la chasse à l'homme, comme on disait. Un vendredi, alors que nous étions en 6e, mes amis et moi avons voulu camper dans mon jardin. Il y avait Mike, un autre Mike, que j'appellerais Michael, et Jason. Bien sûr, il fallait tous obtenir la permission de nos parents, mais on avait 11 ou 12 ans et c'était un vendredi. Aucun de nos parents n'avait de raison de refuser. De plus, ma famille possède beaucoup de matériel de camping, dont 2 tentes où nous pouvions facilement loger 2 personnes chacune. Après avoir obtenu la permission de nos parents, on s'est arrangé pour qu'ils viennent chez moi vers 17h afin qu'on puisse faire du sport dans le jardin. On avait 2 mini-filets de foot dans le jardin pour jouer au foot à 2. On a fait ça pendant une demi-heure environ. Ensuite, on a joué au baseball pendant encore une demi-heure environ. Et après être resté assis quelques minutes à reprendre des forces, mes parents nous ont commandé une pizza et on a mangé vers 18h30 ou 19h, si je ne me trompe. Le soleil commençait à décliner un peu, alors il était temps de monter les tentes avant qu'il ne fasse trop nuit. J'étais plutôt doué pour monter les tentes, car j'étais scout et on venait tout juste d'apprendre à le faire. Mes amis m'ont un peu aidé, mais j'ai fait le gros du travail. Quand ils ont eu fini, il faisait déjà assez sombre. Les lumières du jardin étaient allumées, diffusant une belle lueur. Il faisait maintenant assez sombre pour que nous puissions jouer à notre jeu préféré, la chasse à l'homme. Il y avait 1001 cachettes dans le jardin. Nous avons joué par 2. Mike et moi nous cachions en premier, puis Michael et Jason chassaient. Mike et moi nous sommes séparés. Notre objectif était de retourner au point de départ, qui se trouvait par la porte arrière de la maison. Il était interdit de camper près de cette porte. Le trampoline se trouvait dans un coin reculé du jardin, avant les bois. Je me suis glissé dessous pour me cacher. Lorsque les chasseurs commençaient à chercher, ils devaient siffler pour prévenir les chasseurs. Dès que j'ai entendu le sifflement, je suis resté sur le trampoline à attendre, les observant tous les 2 au loin, regardant autour de moi. J'attendais le bon moment pour me rapprocher de la porte arrière. J'avais le jacuzzi en ligne de mire, juste à côté de la maison. Si je parvenais à me cacher derrière le jacuzzi, je pourrais filer droit vers la porte arrière. Alors que Michael et Jason me tournaient le dos et observaient différents coins du jardin, j'ai couru vers le jacuzzi. Juste au moment où je me suis retrouvé juste derrière et que je me suis baissé, j'ai entendu une des poubelles sur le côté de la maison faillir basculer. Puis j'ai remarqué que la lumière à détection de mouvement s'était allumée. Le jacuzzi était à cet angle de la maison, mais il n'aurait pas dû déclencher cette lumière. J'ai regardé au coin de la rue, dans le jardin, et j'ai vu une personne gronde, vêtue de noir, s'éloigner à pas rapides en direction des bois, avant d'y pénétrer. Ce n'était pas mon père. J'ai couru retrouver mes amis et j'ai arrêté la partie, puis je suis allé raconter l'histoire à mon père. Nous sommes sortis et avons scruté les bois pendant quelques minutes, puis avons vérifié la rue à la recherche de voitures inhabituelles. Rien. Il a dit qu'on devrait dormir à l'intérieur ce soir, ce qui nous a évidemment déprimés. On est rentré et on a juste joué à une partie sur ma PlayStation. J'ai de nouveau décrit à mes amis ce que j'avais vu. Un grand type qui s'enfonçait dans les bois à côté de la maison après avoir apparemment failli renverser une de nos poubelles. On a parlé de retourner dormir dans les tentes, puisqu'elle était déjà montée de toute façon, et de plus, quelles étaient les chances que la personne soit encore dehors des heures plus tard. Après avoir fini notre partie, on est ressorti discrètement pour ne pas réveiller mon père. On ne cachait pas qu'on retournait là-bas, mais on ne voulait pas non plus le faire savoir. On avait chacun un sac de couchage. Mike et moi partagions une tente, Michael et Jason l'autre. Après un moment de plaisanterie et de cris entre les tentes, on a commencé à se calmer et à essayer de dormir. Je ne dormais pas encore, mais Mike semblait si. J'ai entendu des bruits de pas dans l'herbe à proximité, des pas qui s'approchaient de la tente, puis la fermeture éclair s'est ouverte et j'ai levé les yeux et j'ai vu mon père regarder à l'intérieur. Il a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je lui ai répondu quelque chose comme « Il voulait dormir ici. » Alors on est ressorti. Puis j'ai regardé de plus près le visage qui scrutait la tente. J'ai réalisé que ce n'était pas mon père, mais un parfait inconnu qui semblait avoir son âge. On aurait dit qu'il allait entrer quand j'ai crié à la mort comme une petite fille. Tout le monde s'est réveillé
Et Mike s'est mis à hurler aussi. L'homme nous a attrapé les chevilles et nous a dit de nous taire, mais il a abandonné en réalisant qu'il allait être démasqué. Il a quitté la tente et a disparu. J'ai dit à mes amis de courir à l'intérieur de la maison, et alors qu'on courait vers la maison, mon père sortait déjà par la porte de derrière en réponse à nos cris. Je lui ai dit que je ne savais pas où il était allé, mais que l'homme de tout à l'heure était de retour. Mon père a couru dans le jardin en criant et en narguant le sale type de revenir s'il avait des couilles. On l'a entendu du salon. Ma mère a appelé la police, bien sûr, et tout ce qui s'est réellement passé quand le policier est arrivé, c'est qu'il a pris note de mon récit, et je suis sûr qu'il a fait un rapport, puis il est parti. C'était bien d'avoir un rapport de police, au moins pour que les flics soient au courant de la présence d'un sale type. Je ne sais pas si cet homme est revenu chez nous ou non, ou s'il a déjà eu des ennuis pour quelque chose de similaire. Quoi qu'il en soit, c'était assez traumatisant, et ça aurait pu être bien pire. C'était il y a quelques années, en 2019. J'étais chez une amie, je l'appellerai M pour la petite histoire. J'étais vraiment excité par cette soirée pyjama. J'avais hâte de parler de tous les drames du collège. Ce que vous devriez savoir, c'est que la maison de M était au fond des bois, vraiment au fond. Où que l'on regarde, il y avait des bois, et leur voisin le plus proche était à environ 800 mètres, mais derrière sa maison, il y avait une falaise qui descendait jusqu'à l'océan. La soirée chez M a plutôt bien commencé. Notre ami Sam était là aussi. On a joué à Action ou Vérité, à Cache-Cache et à d'autres jeux d'adolescents. Il se faisait tard, mais on a décidé d'aller se promener sur le chemin de gravier qui menait aux autres maisons. On a demandé à sa mère, et elle a dit oui. Alors on a commencé à marcher. 10 à 15 minutes plus tard, on a vu un homme qui marchait de l'autre côté de la rue, dans notre direction. Au début, on n'y a pas prêté attention. Peut-être que ce type faisait juste une promenade nocturne, mais ce qui nous a semblé bizarre, c'est que cet homme portait des vêtements assez épais. On aurait presque dit des vêtements de neige, sans compter qu'il faisait assez chaud. À ce moment-là, il faisait environ 15 degrés dehors. On s'est tous regardés en passant devant lui, et c'est là que ça nous a frappé. La puanteur, l'odeur nauséabonde qui se dégageait de ce type, c'était absolument horrible. Les mots étaient indescriptibles. C'était tellement nauséabond qu'après avoir réussi à nous éloigner de quelques mètres, mon amie a pris une grande inspiration, presque comme si elle l'avait retenue. Une de mes amies s'est enfuie dans les bois et a failli vomir. À ce moment-là, on a pensé qu'il valait mieux rentrer. Notre ami, qui avait failli vomir, nous suppliait de repartir quand même. On était tous d'accord pour dire que c'était la meilleure idée. Sur le chemin du retour, on l'a croisé à nouveau. Cette fois, on a retenu notre souffle avant de le dépasser. Mais en se retournant, on a réalisé qu'il ne marchait plus dans la direction opposée, mais qu'il nous suivait. C'était vraiment agaçant. Cet homme à l'odeur nauséabonde rapprochait encore plus sa puanteur. On n'avait pas d'autre choix que d'accélérer. On a commencé à marcher vite. Il nous restait encore environ 1,5 km pour rentrer chez M. On a accéléré, et le type à l'odeur nauséabonde a fait de même. On s'est tous regardés, effrayés et agacés. On a accéléré encore plus, presque au point de faire du jogging. Mais bien sûr, l'homme a accéléré encore plus. On courait, et mon ami Sam s'est retourné, et c'est là qu'on l'a entendu. Sam a poussé un cri à glacer le sang en se retournant, ce qui nous a fait regarder M et moi aussi. Et ce que nous avons vu, encore aujourd'hui, me terrifie profondément. Cet homme courait droit sur nous. Il tenait ce qui ressemblait à un couteau ou à un objet pointu. M, Sam et moi avons commencé à crier en courant sur la route. Nos cris l'ont fait interrompre sa poursuite, et il a fini par s'arrêter net. Mais il n'a pas bougé, il est resté immobile, nous regardant partir. Il n'est pas resté pour voir quelles étaient ses intentions. Nous avons couru directement chez M. Une fois rentrés, nous avons claqué la porte et avons décidé de ne rien dire à ses parents, car ils dormaient déjà. Nous sommes tous allés au salon pour finir d'aménager nos chambres. Quelques heures ont passé, il était environ 2 heures du matin. Nous regardions quelque chose, je ne me souviens plus quoi, mais je sais que c'était un film d'horreur. J'ai mentionné que sa maison était sur une falaise pour une raison. C'est pour ça que sa maison a beaucoup de fenêtres à l'arrière, donnant sur la vue. J'étais assis sur l'un des canapés installés juste devant la fenêtre. Il faisait nuit noire dehors, on n'entendait que les vagues et le vent occasionnel. Soudain, j'ai entendu des pas dehors, comme s'ils venaient juste à côté de la fenêtre. J'en ai parlé à mes amis, et M a dit que c'était probablement le cerf qui passe toujours. Depuis 2 ans, M nourrissait ce cerf, qui s'approchait toujours de cette fenêtre. J'étais tout excité, car cela signifiait que ce cerf s'approcherait de ma main. J'ai décidé de regarder par la fenêtre, mais je n'ai rien vu, il faisait trop sombre. J'ai proposé d'aller dehors caresser le cerf, mais M et Sam ont refusé. Ils m'ont rappelé ce qui s'était passé plus tôt, et j'ai accepté.
Nous sommes donc retournés regarder le film. 1 heure plus tard, et nous étions tous fatigués. Nous avons éteint la télévision et nous sommes glissés sous nos couvertures. Environ 45 minutes plus tard, Em et Sam dormaient profondément, mais je sentais que je ne pouvais pas trouver le sommeil. Quelque chose se tramait. J'avais un pressentiment qui me disait de ne pas m'endormir, alors j'ai décidé de regarder dehors. La lune brillait juste assez pour qu'on puisse voir l'océan, alors j'ai passé quelques minutes à regarder dehors. Alors que je regardais dehors, mon regard a aperçu quelque chose qui bougeait dans les bois, sur la gauche. J'ai tourné la tête dans cette direction, mais je n'ai rien vu. Je savais que quelque chose bougeait. Alors j'ai pris une lampe de poche qui était sur l'étagère et je l'ai pointée dans la direction où j'avais vu le mouvement. C'était probablement la pire idée que j'aurais pu avoir, car ce faisant, j'ai revu cet homme. Mais cette fois-ci, il ne portait pas de vêtements de neige, il était complètement torse nu, et je n'avais pas l'intention de découvrir ce qu'il ne portait pas d'autre, alors j'ai essayé de réveiller Em et Sam et de leur raconter ce que j'avais vu. Sam s'est réveillé, mais Em avait le sommeil profond. J'ai dit à Sam de regarder dehors, mais quand on a regardé, il avait disparu. Sam m'a regardé avec une expression assez furieuse, comme si je la faisais marcher. Je lui ai répondu que non, mais elle ne m'a pas cru. Elle est retournée se coucher et je suis resté allongé là. Il était environ 4h30 du matin. Il faisait encore nuit dehors. Je n'ai pas dormi du tout. Je me suis senti sombrer quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai failli sauter du canapé en l'entendant. Je savais que je ne devais pas ouvrir, mais ma curiosité l'a emporté. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas, et encore une fois, je n'ai rien vu. Ma tête devait me jouer des tours. Je suis retourné sur le canapé et j'ai jeté ma couverture sur ma tête. Je me suis finalement endormi, mais je me suis réveillé vers 5 heures du matin en sueur froide. Quelque chose clochait encore. Mon corps n'arrêtait pas de trembler. Et puis ça m'a frappé. Cette puanteur familière, cette odeur dégoûtante. J'ai failli vomir sur place. Mais à peine me suis-je redressé que j'ai entendu des pas s'approcher de moi et j'ai crié. J'ai allumé la lampe torche et, ce faisant, je l'ai vu. L'homme de tout à l'heure, debout dans un coin de la pièce, a réveillé Em et Sam, qui ont crié aussi, et pendant ce temps, l'homme s'est précipité hors de la maison. Les parents d'Em ont dévalé les escaliers en courant, et au bout de quelques minutes, on leur a tout raconté. La mère d'Em a appelé la police, tandis que son père marchait dans la rue avec un fusil de chasse pour essayer de retrouver l'homme. Après ça, une fois la police arrivée et nos versions des faits terminées, je suis rentré chez moi. Mes parents ne m'ont pas dit grand-chose à mon retour. Ils m'ont serré dans leurs bras pendant ce qui m'a semblé des heures, et à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu le droit d'aller aux soirées pyjama. Ce n'est que maintenant, des années plus tard, que j'ai enfin réalisé à quel point la situation était terrible. La police a fini par retrouver l'homme, et dans ce vieux hangar où nous nous mettions au défi d'entrer, il y avait 5 cadavres et l'odeur qui flottait sur le corps de cet homme était celle de la chair en décomposition. Si les choses ne s'étaient pas passées comme elles se sont passées, mes amis et moi aurions fini dans ce hangar. Je travaille dans la gestion des risques pour une grande banque à Manhattan. J'ai rencontré plein de gens sympas grâce à ce travail. Je sors régulièrement à l'apéro avec mes collègues. En 2019, un nouveau venu, Sébastien, a été muté dans nos bureaux. Je l'ai rencontré dès son premier jour. Il semblait très sociable et bavard, toujours souriant et riant. Il est sorti à l'apéro avec nous ce vendredi-là, et c'était vraiment l'âme de la fête, toujours à parler de toutes ses expériences, de tous les endroits où il était allé et de ce qu'il avait fait. On ne s'est jamais ennuyé avec lui. Finalement, Sébastien et moi sommes devenus amis et nous sortions ensemble de temps en temps le week-end. Plus j'apprenais à le connaître, plus je réalisais que beaucoup de ses propos étaient peut-être des inventions. Ces histoires de toutes ces belles femmes qu'il aurait fréquentées, toutes ces histoires de fréquentation de célébrités. J'ai commencé à prendre tout ce qu'il disait avec des pincettes, mais j'ai continué à le fréquenter parce qu'il était facile à vivre et plutôt drôle. Un jour, Sébastien m'a invité à l'accompagner, lui et sa sœur, dans leur appartement à St. Pete Beach, en Floride. Sa mère est très riche. Elle possède une maison à Beverly Hills, dans le Colorado et à St. Pete. Elle ne serait pas à l'appartement ce week-end-là, alors Sébastien a dit que ce serait sympa. J'ai invité mon petit frère à venir aussi. Nous avons tous pris le même vol. J'ai rencontré la sœur de Sébastien à l'aéroport. Elle avait l'air plutôt intéressante. Difficile à expliquer, mais elle était un peu excentrique. L'appartement était plutôt sympa. Il y avait 3 chambres. Je n'avais jamais vécu dans un appartement avec 3 chambres auparavant. Sébastien et sa sœur avaient chacun une chambre, donc mon frère Tyler et moi partagions une chambre. Je lui ai dit que si on rencontrait des filles, ils dormiraient sur le canapé. Comme on avait atterri tard, l'heure de la plage était passée. On est allé dans des bars de plage.
C'était plutôt sympa. C'était un groupe un peu plus âgé. Sébastien se soulève vraiment très vite, pour une raison que j'ignore. L'ambiance était détendue. Je ne comprenais pas pourquoi il buvait des shots. J'ai dû lui dire de ralentir quand il a commencé à devenir agressif avec les gens. C'était la première fois que je le voyais comme ça. Il abordait aussi toutes les filles qu'il croisait et les draguait, complètement ivre. Et 9 fois sur 10, la fille semblait mal à l'aise. Tyler et moi avons ri jusqu'à ce que ce ne soit plus drôle et que ce soit encore plus gênant d'être vu avec lui. À un moment, un type plus costaud s'est mis à lui crier dessus parce qu'il avait parlé à sa copine, et j'ai dû éloigner Sébastien et m'excuser auprès de lui pour calmer les choses. En partant, Sébastien m'a bousculé et m'a traité de merde parce que je ne le soutenais pas. Tyler et moi lui avons dit de se calmer. Même sa sœur lui disait de se calmer. Sébastien est parti en trombe, je suppose pour retourner à l'appartement. Sa sœur n'a rien dit et l'a juste suivi. Ce fut un début de week-end extrêmement bizarre. Tyler et moi sommes restés finir nos verres. Ces filles sont même venues nous demander comment on le connaissait, en plaisantant. On a même eu leur numéro, elles étaient aussi en visite. Elles ont dit qu'elles allaient en ville plus tard si on voulait se voir, et on a dit qu'on était partant. Après ça, j'ai envoyé un texto à Sébastien pour lui demander où ils étaient allés, et il m'a immédiatement répondu qu'ils étaient rentrés à l'appartement. Tyler et moi sommes retournés à l'appartement et sommes entrés. On s'attendait à ce que Sébastien soit en colère, mais au lieu de ça, dès qu'on est entré, il a bondi du canapé, tout excité, avec un grand sourire aux lèvres, en disant « On sort ce soir ou quoi ?» Il était encore vraiment bourré. Je lui ai dit que oui, mais on devrait d'abord se détendre un peu ici. Puis je lui ai parlé des numéros de filles qu'on avait. Sébastien a demandé combien de filles et j'ai dit 2. Son sourire a disparu. Puis Tyler, pour une raison inconnue, lui a dit que les filles étaient venues nous voir après son départ pour nous demander comment on te connaissait. Je crois qu'il disait ça pour plaisanter, un peu pour le taquiner, ce qui était une erreur. Sébastien est parti en trombe dans sa chambre et a littéralement claqué la porte. Je réalisais qu'il devait être extrêmement bipolaire ou quelque chose comme ça. J'étais complètement dégoûté par eux deux. J'ai chuchoté à sa sœur. « Il est toujours comme ça ?» Et elle a répondu. « Quoi ?» D'un ton très distant. « Laisse tomber. » Ai-je dit. C'était extrêmement gênant. J'espérais que Sébastien dessoulerait et que demain serait meilleur. Tyler et moi sommes restés un moment dans notre chambre. Sébastien n'est jamais sorti. Je suis allé frapper à la porte et lui ai demandé s'il voulait sortir avec nous. Il n'a pas répondu. On a donc fini par prendre un Uber sans eux pour retrouver ces 2 filles dans un grand bar branché. Alors que je commençais à boire, Sébastien a commencé à me lancer des trucs du genre. « Où es-tu? Comment as-tu pu me laisser ici? Tes affaires partent dans la rue. Ne reviens pas. Je ne sais pas pourquoi je t'ai invité ici. » J'ai montré ça à Tyler et aux filles, et tout le monde était inquiet. Il y avait quelque chose qui clochait avec Sébastien, et il le montrait maintenant. On s'amusait bien avec les filles, mais on a dû prendre un Uber pour rentrer à l'appartement avant que Sébastien ne fasse une bêtise. À notre retour, Sébastien était assis tout seul sur le canapé à regarder le mur. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a regardé, puis a détourné le regard et a dit « Ouais, j'espère que tu t'es bien amusé. » Puis il s'est levé, est allé dans sa chambre et a fermé la porte. Bref, on est allé se coucher. Tyler et moi sommes restés debout à discuter pendant une demi-heure de Sébastien et de la vie en général. Puis soudain, on a entendu des pas sur le parquet dehors. On a arrêté de parler. Les pas se sont approchés de la porte, puis se sont arrêtés. On les a entendus tous les deux. J'ai parlé à Tyler sur le lit du haut, lui chuchotant que Sébastien était juste devant la porte. Il m'a chuchoté en retour. Je sais. Il devait avoir l'oreille collée à la porte ou quelque chose comme ça, à nous écouter. On n'a pas dit un mot. 5 minutes se sont écoulées avant qu'on entende ses pas s'éloigner de la porte. Puis on l'a entendu parler dehors. Il riait et disait des trucs, mais on n'a pas entendu sa sœur dire quoi que ce soit. Je voulais voir à qui il parlait, alors je me suis glissé jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. J'ai regardé dans le salon, qui était sombre, mais j'ai vu Sébastien dans un coin, appuyé contre le mur, une main et la tête baissée. Il riait et se parlait à lui-même. Je l'ai entendu dire « Joe est toujours un con ». Puis il a ri de nouveau. « Je m'appelle Joe ». J'ai fermé la porte doucement et je suis retourné sur le lit du bas. J'ai chuchoté à Tyler ce que je venais de voir et sa réponse a été simplement « C'est quoi ce bordel ?» Je lui ai dit qu'on devrait partir demain matin et prendre un hôtel et il a accepté. On a essayé de dormir, mais les conversations et les rires dehors ont continué pendant 10 à 15 minutes. Quand ça s'est enfin arrêté, on a entendu des pas à nouveau devant la porte, s'arrêter une minute,
puis aller dans sa chambre, et enfin on a entendu sa porte se fermer. On s'est enfin senti à l'aise pour dormir. J'étais mort, et je me suis endormi assez vite, mais je ne me suis réveillé que 20 minutes plus tard. Je me suis redressé, sachant que quelque chose m'avait réveillé. J'ai regardé la porte, et devant, Sébastien se tenait là. J'ai sursauté et j'ai dit « Et qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est alors jeté sur le lit en hurlant, essayant apparemment de m'étrangler, hurlant « T'es une merde !» Tyler a dû me l'arracher et le balancer dans un coin de la pièce. Sébastien a hurlé « T'es nul, Joe, je t'ai invité ici juste pour que tu me pourrisses la vie et que tu racontes des conneries sur moi et ma sœur. » J'ai bien sûr essayé de le calmer et de le raisonner, mais il n'y avait pas de rationalisation possible avec la folie. On a plié bagages et appelé un Uber pour un hôtel où on est resté jusqu'à dimanche, puis on a pris l'avion pour rentrer. J'ai revu Sébastien au bureau les semaines suivantes, mais il évitait toujours de me parler ou de me regarder, et il a fini par changer de bureau, probablement à cause de moi. Sébastien semblait cool et normal au début, mais au fond, c'était l'exemple même d'une personne très malade et brisée, et cette nuit passée dans son appartement m'a absolument terrifié.